Bien, c'est parti. Alors, nous sommes toujours dans la correction des travaux dirigés du cours de régression logistique. Et dans cette vidéo, nous traitons la deuxième partie de la séance 4. Alors, je rappelle rapidement, hein, c'est un cours que je faisais auparavant. J'avais mis en ligne tous les supports pour la préparation de ce cours, hein, pour le support que j'utilisais. Et maintenant que je ne fais plus le cours, j'ai décidé également de mettre en ligne tous les travaux dirigés, hein, voilà. Alors, j'avais déjà mis en ligne les travaux dirigés avec les sujets, les données et les corrections. Les corrections étaient sous forme de code R. Ce que j'ai décidé de faire ces derniers temps, c'est de reprendre ces corrections-là et de les commenter. Voilà, comme ça permet de mieux expliciter le pourquoi du comment pour chaque tâche, pour chaque exercice, pour chaque question des exercices, et aussi les commentaires sur les résultats, comment lire ces résultats. Voilà. Alors, le cours est en ligne, il est là, hein, voilà, et les supports sont là, et les TD sont là, avec les corrections associées. Et j'ai rajouté donc les vidéos. Alors, j'ai fait précédemment la première partie de la séance 4 qui était consacrée à l'évaluation du modèle. Et en particulier, nous travaillons sur les scores, hein, les scores d'affectation fournis par les modèles. Voilà. Et dans la première partie, on avait vu deux outils principalement, le diagramme de fiabilité et le test d'Osmer et d'Emscher. Voilà. Dans ce cadre-là, pour l'évaluation du modèle, j'avais dit qu'on peut utiliser les données d'apprentissage, voilà, pour l'évaluation du modèle parce que ces outils-là permettent d'identifier les cas pathologiques. Si on fait du surapprentissage, qui est un des plus grands dangers en apprentissage supervisé, en machine learning, c'est le plus gros danger, c'est le surapprentissage. Voilà, si on fait du surapprentissage, quand on crée le diagramme de fiabilité, on voit tout de suite si on a fait ce surapprentissage-là, même si le diagramme de fiabilité a été construit sur l'échantillon d'apprentissage, hein. On est sur une évaluation en resubstitution. Voilà. Dans cette deuxième partie ici, on va voir deux autres outils cette fois-ci. Un outil, c'est la courbe ROC, et un deuxième outil, c'est enfin, donc c'est un indicateur associé à la courbe ROC, c'est l'air sous la courbe, l'AUC. Voilà, très bien. Alors, dans un premier temps, je vais travailler sur l'échantillon d'apprentissage, encore une fois, hein, puisqu'on fait une évaluation sur la base des scores d'affectation fournis par le modèle, hein. Donc, c'est les probabilités d'affectation, donc d'appartenir soit à la classe positive, à la modalité positive de la variable cible, soit à l'autre modalité, hein. Très bien. Et là, pour le coup, c'est moins justifié de le faire. C'était justifié de le faire pour le diagramme de fiabilité et pour le test d'Osmer et Lemshaw, parce qu'on s'intéresse à à la bonne calibration des scores. Là, pour le coup, quand j'évalue, et toujours en me basant sur des scores, en utilisant cette fois-ci la courbe ROC, là, pour le coup, c'est nettement moins justifié d'utiliser l'échantillon d'apprentissage. Alors, je vais le faire quand même dans un premier temps. Je vais le faire en fait quand même dans un premier temps. Pourquoi? Parce que je veux expliciter les étapes du calcul, hein. Il n'y a rien de plus qui m'ennuie quand les étudiants récupèrent des packages venus de nulle part, des librairies, tapent les commandes, récupèrent un résultat et paf, s'en contentent. Déjà la lecture du résultat, et on ne sait pas très bien si c'est assimilé ou pas, et surtout ils ne savent pas comment sont réalisés les calculs, hein, comment sont réalisés les calculs. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il faut au moins une fois refaire à la main les calculs pour s'assurer qu'on a bien compris ce qu'il y a derrière. C'est important parce qu'on doit avoir une expertise sur ce qu'on fait. On ne peut pas être tout simplement des clics boutons ou des rentrées des commandes à la main sous R ou Python et après on se contente de ça. Non, non. Tout ce qu'on fait, on doit le comprendre. Et pour le comprendre, il faut au moins faire une fois les calculs à la main. C'est ce qu'on va faire sous R. Donc, dans un premier temps, je fais le calcul en resubstitution, voilà, pour bien détailler tout le calcul qu'on fait pour construire la courbe ROC. Ensuite, on va calculer l'AUC. On verra aussi les calculs qu'on peut faire à la main. En fait, on va passer par la statistique de Mann-Whitney, tout simplement. Et ensuite, on va se dire pourquoi ce n'est pas une bonne idée de faire cette évaluation, même si on travaille sur le score en resubstitution. Et on va aller travailler cette fois-ci dans un deuxième temps donc sur les méthodes de rééchantillonnage. Alors pourquoi je ne fais pas le schéma enfin apprentissage test, le schéma holdout qu'on fait par ailleurs, hein. J'ai dû faire des vidéos là-dessus à plusieurs reprises, tout simplement parce qu'ici on a on a une base de données qui est à faible effectif, 189. Alors, vous avez 189 observations, vous faites une régression logistique binaire avec 7 variables explicatives. Vous allez scinder en deux parties ces données-là, on se tire une balle dans le pied. Déjà, on perd de l'information pour créer un modèle qui tient la route.
Et deux, l'évaluation des performances, de toute manière, il est très instable parce que créé sur un échantillon, parce que calculé sur un échantillon qui est de taille trop faible, trop réduite. Voilà. Donc, on se tire 2 fois une balle de le pied, là, ça fait mal, là, je vous dis. Hein. Voilà, très bien. Donc, l'idée, c'est de ne pas partir sur le schéma Rodot, mais d'utiliser, donc cette fois-ci, les techniques de rééchantillonnage. Et parmi les différentes techniques possibles, hein, il y a le bootstrap, il y a la cross-validation. Nous, on va voir le Live on Note, hein, la technique Live on Note, tout simplement, et on va le programmer très facilement sous web. Voilà. Bien, bien, bien. Après ce long préambule-là, mais c'était très important que j'explique bien pourquoi ici, cette fois-ci, même si je fais quand même donc une évaluation en restitution, on va essayer d'aller plus loin cette fois-ci en partant sur une évaluation en rééchantillonnage. Et on verra le gap de résultats en plus. On verra qu'il y a un vrai gap et que la vraie estimation des performances, en réalité, elle est plutôt sur la deuxième partie. Voilà. Mais quand même, la première partie est importante parce qu'elle nous permet de comprendre comment sont réalisés les calculs quand je calcule une courbe ROC. Très bien. Alors, les données qu'on va utiliser, c'est les mêmes données que la dernière fois, que la séance 4 précédente. Hein. La première partie de la séance 4, c'est le faible poids des bébés à la naissance. Donc, on a une variable cible qui est là. Hein, la description, elle est là, mais elle est aussi dans la fiche de TD de toute manière. Voilà. Donc, là, j'ai le poids du bébé à la naissance. Voilà. Donc, l'O égale à yes, ça veut dire qu'on a un faible poids de bébé. Et justement, c'est la modalité cible. Hein. C'est celle qu'on veut identifier. On veut expliquer pourquoi certains bébés ont un faible poids à la naissance. Et l'autre modalité, c'est ceux qui n'ont pas un faible poids, justement. Donc, c'est en ce sens-là que je dis que c'est la modalité positive, c'est-à-dire que celle qu'on veut cibler. Je ne dis pas qu'avoir un faible bébé à la naissance, enfin un faible poids à la naissance, c'est bien pour les bébés, on est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est la modalité positive parce que c'est la modalité que je cherche à identifier. Là aussi, je me répète un peu, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, au moins mes étudiants, je suis sûr que je les ai de manière séquentielle. Donc, j'ai expliqué quelque chose à la séance d'avant, à la séance d'après, je ne reviens plus vraiment là-dessus parce que ça a été expliqué déjà. Là, je n'ai pas la maîtrise sur comment vous regardez les vidéos. Est-ce que vous arrivez déjà dans une séance ou bien vous enquillez les séances une à une en suivant la progression. Comme je ne sais pas ça, je me sens obligé de bien recadrer à chaque fois pour être sûr qu'on est bien d'accord sur ce que nous faisons. Ensuite, là, il y a les variables explicatives, potentielles, on va toutes les prendre, on ne va pas faire de sélection de variables cette fois-ci, hein, pour simplifier tout simplement. Voilà, pour simplifier, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'évaluation à travers les scores d'affectation. Voilà. Alors, il y a l'âge de la mère, la naissance du bébé, il y a le fait de fumer ou pas, il y a toute une série d'éléments. Vous savez la description qui sont là. Est-ce qu'elle est hyper tendue, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors, comme d'habitude, donc ça, j'ai plus besoin, je peux fermer. Comme d'habitude, quand on clique sur la TD4B, on tombe ici sur le site, sur le site du tutoriel. Vous avez l'URL qui est là. Il suffit de faire une recherche simplement sur le site du tutoriel avec par mots-clés ici. Vous avez le sujet de TD qu'on va voir tout de suite après. Vous avez les données que j'ai utilisées pour la séance. Vous avez la correction des données sous forme de code R. Et ce que je vais rajouter, du coup, c'est le notebook que je vais utiliser pour cette vidéo et le lien pour la vidéo. Voilà, ça permet de compléter les commentaires. Je l'avais fait l'année dernière à un moment que tout le monde comprend bien. Hein. C'était un moment parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer un peu? Et j'ai appris à faire des vidéos maintenant. Ça m'amuse beaucoup, en fait. Hein. Voilà, du coup, je me suis dit, tiens, on va compléter ça. Alors, les données sont dans les livres d'Osmer et Lemso, hein, et extraordinairement, on peut y accéder voilà. J'ai mis le lien, il suffit en fait dans la fiche de TD, j'ai mis le lien ici. Voilà, et vous avez accès au livre, à la partie du livre qui explique ce qu'il y a dans les données et comment ils l'ont utilisé. Voilà. Très bien. Allons-y alors. Comme d'habitude, nous avons la fiche de TD. Dans la fiche de TD, j'ai mis des liens sur des tutoriels. Il y en a deux principalement ici. Un, c'est sur le cours sur la courbe ROC, parce qu'on va l'utiliser pour réaliser les calculs de la main. Ça, c'est un premier point important. Et le deuxième lien, c'est sur le support de cours que j'utilise quand je fais un cours sur l'estimation des performances par les techniques de rééchantillonnage. Dans ces slides-ci, il y a 3 techniques en fait. Hein. Il y a donc la validation croisée. Ensuite, il y a le Live on Note, qui est un cas particulier de la validation croisée, mais avec une spécificité quand même. Hein. Voilà. Et enfin, le dernier point que j'avais vu ici, c'est le bootstrap. Voilà. Moi, je vais m'en tenir au Live on Note tout simplement. Dans le cas de Live on Note, on n'a qu'une seule estimation des performances. Hein.
Donc, dans le cas de la validation croisée, si on change la graine de départ du générateur de nombres aléatoires, on peut avoir plusieurs évaluations. Très bien. Pareil pour le Bootstrap, d'ailleurs. Allons-y. Comme d'habitude, paf, je mets les slides là, je mets la fiche de TD, je l'écarte au maximum, et j'ai préparé en amont, voilà, tac, attendez, c'est toujours, je suis l'extrême, tac, 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 sans déborder, il faut que tout le monde soit visible, et comme ça, je suis prêt. Allons-y, donc, j'ai créé un notebook, hein, maintenant vous savez comment on fait, il n'y a pas trop de surprises là-dessus, donc je suis allé dans File, New File, Notebook. Je préfère le notebook Markdown tout simplement parce qu'on a une sortie en temps réel en HTML. On a des sorties en temps réel en HTML qu'on peut visualiser directement. Voilà. Ça permet de surveiller nos sorties, ainsi de suite. Sinon, à la fin, si on fait un Markdown standard, on peut aussi knitter directement en PDF, ou ainsi de suite. Mais bon, c'est pareil. Alors, j'avais déjà lancé, donc je vais recommencer la session. Donc, je vais restarter R et vider toutes les sorties parce que nous allons les faire au fur et à mesure. Très bien. Allons-y alors. Première partie, importation. Ensuite, modélisation et calcul des scores. Les scores d'affectation. Alors, je lis le fichier avec l'index LXX du package XLSX. J'ai expliqué à plusieurs reprises qu'il y a différents packages pour lire les fichiers Excel. Moi, je préfère celui-ci parce que c'est le plus souple, mais il a quand même un inconvénient, c'est que sur les grandes bases, il n'est pas très performant. C'est important qu'on ait visibilité sur les packages, parce qu'il faut qu'on dissocie les performances de R, les performances qui sont intrinsèques à R, et les performances des packages. Des fois, il y a des packages qui sont très bien programmés, puis il y a des packages qui sont un peu moins bien programmés. Et c'est à nous de vérifier ça. Très bien. Donc, je lis le fichier de données, je lis la première feuille, parce qu'il n'y a qu'une seule feuille dans ce classeur. Je dis que la première ligne, c'est les noms des variables, header égale à true. Je lui dis également que quand il a une colonne de chef de caractère, il faut qu'il la considère comme une variable catégorielle, c'est le strings as factor égale à true. Et le dernier point, c'est l'encodage chez UTF-8. Voilà. Et j'affiche les premières lignes pour vérifier que tout a marché. C'est ce que je fais ici. Je lance. Voilà. Très bien. Il a importé les données et on voit les 6 premières lignes ici. Alors, pour avoir la description des variables, je fais str, tac, voilà, et je vois bien que on a les variables numériques, les explicatifs sont toutes numériques, certaines sont des variables binaires 0, 1, et la variable cible est un factor, et la modalité cible pour GLM qu'on va utiliser, c'est la deuxième par ordre alphabétique. Ça tombe bien pour nous, c'est l'O égale à yes qui nous intéresse, c'est cela qu'on veut détecter. Très bien. Alors, allons-y, du coup, je lance question 2 et 3. On fait la régression, et vous affichez donc les caractéristiques du modèle avec summary. Très bien. Donc, je fais une régression logistique où l'O est la variable expliquée, voilà, en fonction de toutes les autres variables disponibles. C'est ça le sens du tilde point. Sinon, il faut qu'on énumère les variables. Variable 1 plus variable 2, ainsi de suite. Et s'il y a des interactions, on met les étoiles. On a fait ça dans les précédentes vidéos. Voilà. Très bien. Donc là, c'est l'O en fonction de toutes les autres variables disponibles. Et les données qu'on va utiliser, c'est les données qu'on vient de charger ici. Cette variable-là, c'est bien la variable qui est indiquée ici. Et ensuite, binomial, pourquoi? Parce qu'on est dans une régression logistique binaire. La variable cible a 2 modalités. Très bien, j'affiche ensuite summary du modèle. Allons-y, paf. Très bien. Alors, les variables qui contribuent significativement à 5%, c'est-à-dire que dont les coefficients sont significativement différents de 0 à 5%, il y a LWT, il y a HT et il y a PTR. Normalement, dans une étude normale, dans une démarche usuelle, on doit procéder à une sélection de variables. Il faut garder que des variables pertinentes dans le modèle pour le déploiement, pour l'interprétation, ainsi de suite. Ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'évaluation du modèle avec les fonctions score fournies par la régression logistique, en fonction des scores d'affectation. Enfin, c'est l'évaluation du modèle en me basant sur les scores d'affectation fournis par la régression logistique. Voilà. Donc, comme c'est ça mon focus, je considère que je peux continuer, même s'il n'y a pas de variables, même s'il y a des variables non pertinentes ici. Mais dans vos projets, ne faites pas ça. Dans vos projets, faites pas ça. Dans vos projets, vous faites une sélection de variables et on fait le déploiement uniquement quand on est sûr qu'on a un modèle qui tient la route avec uniquement les bonnes variables. On est d'accord là-dessus. C'est un TD, là. On est sur un TD et mon focus, c'est les scores. C'est l'évaluation des modèles à travers les scores. C'est pour ça que je m'autorise.
Je sais très bien. Une fois qu'on a ça, donc, je vous demande de calculer donc, les scores d'affectation. Alors, qu'est-ce que c'est que les scores d'affectation? Tout simplement, c'est les probabilités d'affectation fournies par le modèle pour chaque individu. Comme il y a deux modalités, donc il y a la probabilité d'être positif ou donc d'appartenir à la modalité positive, ou bien la probabilité d'appartenir à la modalité négative. Et comme on n'a que deux modalités, ben, la somme de ces deux probas-là fait 1. On est d'accord là-dessus. Très bien. Alors, je fais prédict du modèle en utilisant les mêmes données en resubstitution, et ce que je vais avoir, c'est la réponse. La réponse. Très bien. Si j'avais utilisé les links, c'est le guide qui fournirait. Voilà. Bon, moi, pour le coup, c'est réponse, donc c'est bien la proba que je veux avoir. Alors, je fais un summary et je vois bien, attendez, je vais mettre ça comme ça. Si j'affiche score ici, vous voyez bien, score, paf, on a bien des valeurs là. On a bien des valeurs ici qui apparaissent voilà, entre 0 et 1. Et justement, je fais un summary sur score. Je vois que la valeur minimum du score obtenu, c'est 0,03 et la valeur maximale, c'est 0,88. Très bien. Ces scores sont très importants parce que quand je crée un classifieur, il y a deux manières d'utiliser. Soit j'utilise directement les classes prédites par le modèle, très bien. Voilà, donc il prédit soit c'est la modalité positive, soit c'est l'autre modalité, ou bien je m'appuie sur les scores d'affectation, voilà, qui donnent une information plus subtile sur la prédiction en réalité. Parce que quand je fais une prédiction avec une proba de 0,8, ce n'est pas la même chose qu'une prédiction avec une proba de 0,6. Les deux sont supérieurs à 0,5, mais je n'ai pas la même crédibilité de prédiction. Là. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. C'est pour ça que l'évaluation avec les matrices de confusion et tout ce qui s'ensuit, c'est une très bonne chose, mais l'évaluation basée sur les scores, c'est une très bonne chose également. On a deux niveaux d'information qui ne sont pas pareils. Très bien. Alors, je vais construire la courbe Baroque. Voilà, je vais construire la courbe Baroque et pour l'instant, je fais sur l'échantillon qui a servi à la construction du modèle. Ce n'est pas la bonne idée. On est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas la bonne idée. Je le fais quand même ici. Pourquoi? Parce que j'ai envie de détailler toutes les étapes. Et ce qui m'importe dans cette partie-ci, c'est d'expliquer le mode de calcul, le mode de construction de la courbe Baroque. Voilà. C'est pour ça que je le m'autorise ici. Dans la vidéo précédente, avec le diagramme de fiabilité, je peux évaluer sur l'échantillon d'apprentissage et ça tient la route. Pourquoi? Parce que c'est la calibration des scores qui m'intéresse. Si je fais du surapprentissage, je le vois tout de suite dans la diagramme de fiabilité que ce n'est pas bon. Parce que j'ai des scores qui sont agglutinés autour de 0 et 1. La plupart du temps, c'est ça qui arrive quand on fait du surapprentissage avec ces modèles-là. Très bien. Dans le cas ici, non, en réalité. Ce n'est pas ça que je veux évaluer. Ce que je veux évaluer avec la courbe Baroque, c'est la propension du modèle à attribuer des scores plus élevés aux individus qui appartiennent à la modalité cible par rapport à l'autre modalité. Donc, si les scores sont agglutinés sur 0 et 1, la courbe Baroque, elle paraît excellente quand même. Voilà. Il n'y a pas des distorsions comme le diagramme de fiabilité. Du coup, ça peut nous induire en erreur. Voilà. Donc, je m'autorise, je répète encore une fois, je m'autorise à construire la courbe Baroque sur l'échantillon d'apprentissage parce que je veux détailler le mode de calcul de la courbe Baroque. C'est uniquement pour ça. Et par la suite, on verra comment construire la courbe Baroque en rééchantillonnage et on pourra vérifier s'il y a un gap entre les deux courbes Baroque. Et la réponse sera oui. Je me spoil un peu tout de suite encore une fois, mais oui, la réponse sera oui. Très bien. Donc, le but de la section 3.2, là, c'est de reproduire le mode de calcul, entre autres, celle qui est ici. Alors, l'idée est très simple. C'est que on va trier les individus selon les scores décroissants. Vous avez les valeurs des scores, là. On a bien vu. Je répète encore une fois, vous avez les valeurs des scores, là. Très bien. Donc, on va trier les individus selon les scores décroissants. Ensuite, quand on a trié les individus selon les scores décroissants, on a aussi la classe d'appartenance. Soit l'appartenance donc à la modalité positive, la modalité cible, soit l'appartenance à l'autre modalité. Si je prends comme seuil d'affectation chaque score, j'ai une version de la matrice de confusion. Donc, si je prends comme seuil d'affectation, quand c'est supérieur ou égal à 1, je prédis positif, et quand c'est inférieur ou égal à 1, quand c'est inférieur strictement à 1, alors je prédis négatif. J'ai cette matrice de confusion-là, cette première version de la matrice de confusion. Et du coup, je peux calculer sur cette matrice-là les indicateurs que je vais utiliser dans la courbe Baroque. Il y a le taux de vrai positif, c'est 1 sur 6 ici, et le taux de faux positif, c'est 0 sur 14. On le voit bien ici. Donc, c'est la première coordonnée dans la courbe Baroque.
Ensuite, pour calculer la deuxième coordonnée dans la courbe ROC, qu'est-ce qui se passe? Je prends donc la deuxième valeur de score suivante. Si le score d'un individu est supérieur ou égal à 0,95, je le prédis comme appartenant à la modalité cible. Et si le score est inférieur strictement à 0,95, je le prédis comme appartenant à la modalité négative. Et du coup, j'ai cette deuxième version de la matrice de confusion. Voilà. Et dans cette matrice-là, je peux calculer le taux de vrai positif qui va servir pour la courbe ROC en ordonnée et le taux de faux positif qui va servir dans la courbe ROC sur l'abscisse. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà comment on construit la courbe ROC. Ce qu'on voit ici, on va essayer de le traduire en commande sous R. C'est ça qui est intéressant. Hein. Dans certaines formations, je demande de faire sur Excel. Dans certaines formations, je demande de faire sur R. Dans d'autres formations, je demande de le faire sur Python. Mais il faut le faire au moins une fois pour comprendre ce mécanisme de calcul. Après, on peut utiliser les librairies. Et la compréhension de ce mécanisme de calcul-là vous permet de mieux comprendre les sorties de ce qu'il y a dans la librairie. Ça aussi, c'est un élément important. On verra tout à l'heure que la librairie qu'on va utiliser, ROC-R, fournit tout un tas de résultats et il faut comprendre quels sont ces différents résultats qui nous fournissent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit alors? Il nous dit, prenez la variable y là, et codez-la en 0,1. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'eau, donner l'eau, maintenant, c'est une variable en fait, qui est factor, qui a deux valeurs possibles, soit n, soit y. Je vais la coder en 0,1. Donc, pour la coder en 0,1, j'utilise if else. Si l'eau est égale à yes, je code 1, sinon je code 0. Pardon, je code 0. Et pour vérifier que mon codage a fonctionné, je fais un croisement entre la variable l'eau et le y que je viens de créer. Très bien. Voilà, on voit bien. On voit qu'il y a 130 négatifs et 59 positifs. Et on voit que le codage a parfaitement marché. Heureusement, si le if-else vous donne des résultats où on n'a pas une diagonale principale ici, c'est qu'il y a un vrai problème dans la commande. On est bien d'accord là-dessus. Ces petites vérifications-là, ça nous aide toujours à vérifier qu'on est bien sur la bonne voie. Très bien. Comptabiliser le nombre de positifs et de négatifs, c'est ce qu'on vient de faire à la question C7. C'est ça la question 7. Maintenant, on va créer la courbe ROC à la main, en créant donc les deux éléments dont on a besoin, le taux de faux positif et le taux de vrai positif. On avait bien vu ici dans le cours, on a besoin de T de vrai positif et taux de faux positif, et ils sont issus virtuellement, parce qu'on ne va pas les construire, les matrices de confusion au fur et à mesure, ils sont issus virtuellement de ces variantes de matrices de confusion. Alors, comment on fait alors? Créer un data frame avec Y et les scores. Ok. D'abord, on va compter le nombre de positifs, parce qu'on en a besoin. Ensuite, on va compter le nombre de négatifs. Voilà, très bien. On a besoin. En fait, la question 7, elle est plutôt là. Elle est plutôt là, en fait. Je vais mettre Q7, Q.7, voilà. Et la Q.6, en fait, elle était là. J'avais répété avant, mais je me rends compte, voilà, en parlant. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a tombé ici comptabilité le nombre négatif, le nombre de positifs, ceux qui appartiennent à la modalité cible, et le nombre de négatifs, ceux qui appartiennent à l'eau égale à no, du coup, créer un data frame avec Y, la variable Y qu'on vient de créer, et les scores. Donc, je fais data frame avec ces deux variables-là. J'affiche les premières lignes pour être sûr que c'est nickel. Très bien. Donc, ça, c'est la variable low, la variable cible codée en 1, 0. 1, c'est les yes, 0, c'est les no. Et là, on a les scores correspondants fournis par la régression logistique, les scores modélisés. Très bien. On nous demande de trier ce data frame selon les scores décroissants. Très bien, parce que c'est ce qu'on fait ici. Vous avez bien vu, classe, là, c'est le Y, score, c'est les scores, et on va trier selon un score décroissant. Très bien. Paf. Et voilà. Donc, on a maintenant cette version du tableau-là. Les scores sont là. Très bien, décroissant. On avait vu tout à l'heure dans le summary que la valeur maximale du score, c'est 0,88. La valeur minimale, c'est 0,03, je crois. Et là, on a les classes correspondantes. Donc ici, l'individu qui a le score le plus élevé, c'est l'individu numéro 4. Et là, le deuxième individu qui a le score le plus élevé, c'est l'individu numéro 12, ainsi de suite. Très bien. Si on affiche les dernières lignes, voilà, on voit bien que l'individu qui a le score le plus bas, le score de positivité le plus bas, c'est l'individu 82 avec un score de 0,03 et c'est l'individu qui appartient à la modalité négative de la variable cible, ce qui paraît plutôt logique. Voilà. Ça, c'est un score de positivité, c'est la probabilité donc d'appartenir à la modalité positive, à l'O égale à yes.
Et comme c'est un individu qui est lot égal à no, ben, on s'est plutôt bien modélisé pour dire que sa probabilité d'être positif est très faible. OK. Ensuite, on va calculer donc les différentes valeurs des taux de faux positifs. En fait, l'idée, tout simplement, alors je ne sais pas si j'explique ici, voilà, bah, je fais un cum-sum tout simplement. Voilà, je fais un cum-sum des valeurs de 1. Ici, les plus, c'est les 1, les moins, c'est les 0. Hein. Les plus, c'est les 1 et les moins, c'est les 0 de la variable y. Et je fais un cum-sum de 1 pour avoir ces différentes valeurs-là, voilà, que je divise par le nombre total de positifs, 6. Ici. C'est ce que je fais ici. Alors ça, je le fais en fait pour le taux de vrai positif. C'est ça que je suis en train de décrire. Voilà. Et il faut que je fasse également cette deuxième partie où je fais cette fois-ci un cum-sum des négatifs, voilà, divisé par le 14 qui est là. Alors là, pour le coup, pour nous, c'est pas 14, c'est 130 ici. C'est ce que je fais ici. Voilà. Très bien. Donc, TFP, c'est bien. Si je prends mon exemple ici, si je prends mon exemple ici, 0 sur 14, 0 sur 14, 0 sur 14, 1 sur 14, jusqu'à 14 sur 14, sauf qu'on est sur mon fichier qui est là. Et le TVP, c'est 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, 3 sur 6, jusqu'à 6 sur 6. C'est bien ce que j'ai construit ici. Très bien. Une fois que j'ai ces deux informations-là, ces deux vecteurs-là, je peux construire la courbe de Roque et je rajoute les diagonales. Et voilà. Alors, si la courbe de Roque est sur la diagonale, ça veut dire que on ne fait pas mieux que le hasard. Si j'attribue les scores au hasard aux individus, j'ai une fonction aléa qui attribue les scores au hasard, on serait sur cette diagonale principale. Si le score est parfait, c'est-à-dire que tous les individus de la modalité cible ont des scores plus élevés que tous les individus de la modalité négative, voilà, à ce moment-là, le courbe de Roque qui est ici. Et ce genre de choses peut arriver si on construit la courbe de Roque sur l'échantillon d'apprentissage, voilà, et qu'on fait du surapprentissage, justement. Voilà. Très bien. Donc là, encore une fois, j'ai calculé sur l'échantillon d'apprentissage pour apprendre à construire la courbe de Roque. Mais l'évaluation fournie, là, elle est sujette à caution. Surtout si on fait du surapprentissage. On verra si on fait vraiment du surapprentissage. Très bien. Et voilà. Donc, voilà la courbe de Roque. Oh, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. En tout cas, on s'écarte de la diagonale principale. Le cas ultime, le modèle parfait serait construit ici. Très bien. Alors, pour vérifier que ça marche, tout ce que je viens de dire là, je vais me caler avec une librairie RockR qui construit la courbe de Roque, qui la calcule et la construit automatiquement. OK. Donc, j'installe, vous avez installé RockR, moi j'ai déjà installé RockR, je la charge, et ensuite, je fais appel à une méthode qui s'appelle prédiction. Je lui passe en paramètre les scores de positivité fournis par la régression logistique et les classes d'appartenance. Voilà. Là, c'est les classes sous forme factor, la variable qui est catégorielle cette fois-ci, pas le y codé 0. Très bien. Quand j'affiche spread, bah, il est un peu pas très explicite quand même, pas très explicite. Et en fait, c'est là que je me suis dit qu'il faut que je regarde. Et donc, il y a une commande que j'ai mise là, et je vais la mettre ici, parce que il y a tout un tas de trucs qui va sortir là. Alors, je vais agrandir ça un peu. Voilà, on revient tout à l'heure après. Voilà. Toute une série d'informations. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne, d'abord, il récupère oh là là, des trucs. Voilà. Ce qu'il me donne là, c'est les prédictions. Les prédictions, ici, ça doit être les scores d'appartenance. Ensuite, on a les labels et on a les fameux cut-off. Voilà. Et il est en train de reproduire ce calcul-là, en fait. Si je prends le seuil à 0,88, voilà, il y a combien d'individus positifs. Ensuite, parmi ces, je prends, enfin, parmi les individus positifs dans la cible que je me suis fixée, et je divise ça par le nombre total de positifs. Voilà. Donc, on a les différentes valeurs des cut-off là qui permettent de construire les versions virtuelles des matrices de confusion. Voilà. Très bien. Donc, c'était intéressant à voir quand même. Voilà. Et ensuite, on a les valeurs des false positives et on a les valeurs des true positives. Voilà les valeurs qui sont là et là de la matrice de confusion. Voilà. Avec aussi les true négatives, ceux qui sont prédits négatifs et qui sont réellement négatifs, et les false négatifs. Voilà, ceux qui sont prédits négatifs et qui ne le sont pas en réalité. Il décrit en fait la matrice de confusion là.
On a bien la matrice de confusion. Voilà. Nombre total de positifs, 59. Nombre total de négatifs, 130. Voilà. Et ça, c'est les prédictions positives. Voilà. Et les prédictions négatives. Il faut regarder en détail. On est d'accord là-dessus. Hein, mais ça correspond à ce slide-ci. Hein. C'est la procédure de construction des deux courbes, taux de vrai positif et taux de faux positif. Et là, on a justement les différentes valeurs qu'on doit trouver dans la matrice de confusion. Bien, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Typiquement, si on n'a pas le cours, si on n'a pas compris le cours, on ne peut pas comprendre ces sorties-là. C'est pour ça que c'est très important quand même de construire au moins une fois à la main pour bien comprendre ces mécanismes-là, et ça nous donne une expertise sur la lecture des résultats. C'est ça qui est important. Allons-y alors, une fois qu'on a ça, voilà, j'appelle maintenant l'outil performance, où je lui passe l'objet prédiction qui a été calculé par prédiction ici, pred, voilà, et ce que je lui demande de calculer, c'est le true positive rate, voilà, le taux de vrai positif, et le false positive rate, le taux de faux positif. Ce sont les deux éléments qu'on a dans la matrice de confusion. Alors, donc, on a dans la courbe Europe. Oula. Voilà. Bon, là également, il y a les sorties qui ne sont pas très explicites, mais on peut faire appel à plot sur l'objet qui a été fourni par performance cette fois-ci. Alors, j'ai rajouté des éléments pour le rendre plus joli, hein, et j'ai rajouté également la diagonale pour marquer le cas où le modèle ne fait pas mieux que le hasard. Paf! Et voilà. Et vous pouvez vérifier, on a exactement la même courbe de Rock que celle-ci. On est d'accord là-dessus. Hein. On a exactement la même courbe. À ce stade-là, ce qui est intéressant, c'est que donc nous savons construire la courbe de Rock. Ça, c'est un premier élément important, à la main, s'il le faut. Et l'autre élément important, nous savons utiliser une librairie spécialisée et nous avons une expertise sur les résultats fournis par librairie spécialisée. C'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. Alors, l'étape suivante, du coup, on va calculer l'aire sur la courbe. Alors, l'aire sur la courbe, c'est quoi en réalité? C'est la surface qui est en dessous de la courbe bleue. Voilà. Donc, si mon modèle ne fait pas mieux que le hasard, voilà, j'ai un AUC égal à 0,5, puisque c'est carré là, on est d'accord. Voilà. Et si j'ai un modèle parfait, j'ai la courbe Rock qui est scotchée sur les bords là, et j'ai une AUC égale à 1. Voilà. Alors, que veut dire l'AUC en fait? C'est la probabilité pour que, quand je prends un individu au hasard qui appartient à la modalité cible, il ait un score plus élevé qu'un individu au hasard qui appartient à la modalité négative. C'est ça l'idée. Donc, si l'AUC est égal à 1, ça veut dire que tous les individus positifs ont un score plus élevé que tous les individus négatifs. Voilà. Alors, encore une fois, hein, l'AUC calculée sur l'échantillon d'apprentissage, si on fait du surapprentissage, c'est un indicateur menteur. Hein, parce que comme on a une proba qui est parfaite parce qu'on a fait des surapprentissages sur les données d'apprentissage, du coup, on a des indications qui ne reflètent pas la vraie prédiction sur la population. Je répète encore une fois, hein, donc je le fais sur l'échantillon d'apprentissage ici parce que je veux montrer comment on réalise les calculs. Mais on va le faire après, vraiment, avec des techniques de rééchantillonnage dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, le calcul de l'AUC, il y a différentes manières. Elle est là, donc dans ce support-ci, j'explique. Il y a tout simplement avec la méthode des trapèzes, je calcule la surface, tout simplement. C'est un exercice de méthode numérique très intéressant qu'on voit souvent dans mes TD. Quand je fais des cours de programmation, je fais programmer des méthodes numériques et cette méthode-ci fait partie de mes méthodes favorites. Hein. Ça permet de voir les boucles, voir les différents éléments d'un coup de programmation relativement basique. Hein. Voilà. Très bien. Il y en a une qui est basée sur les rangs. C'est ce qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, toujours on a les données ici. On va calculer les rangs. Tout simplement, les rangs, c'est des numéros d'individus parce qu'on a déjà trié de manière décroissante selon les scores. On prend les rangs ici et on fait la somme des rangs des individus qui appartiennent à la modalité positive. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Très bien. Et à partir de là, donc à partir de cette somme-là, je calcule la statistique de Mann-Whitney, qui est là, qui est utilisée dans les tests de comparaison de population, des tests non paramétriques de comparaison de population. Vous trouverez un livre là-dessus que j'ai écrit sur Internet. Et une fois que j'ai la statistique de Mann-Whitney, qui permet de savoir en fait si les positifs sont bien écartés des négatifs, tout simplement sur la base des scores, voilà, on peut en déduire l'AUC avec cette formule de transformation, tout simplement. Très bien. Donc, je calcule la colonne des rangs. C'est une séquence tout simplement, mais de manière décroissante, donc une séquence de n
189 jusqu'à 1, là c'est 20 jusqu'à 1, avec un pas de moins 1, voilà. On a bien ici les rangs, cette colonne-là. Ensuite, je calcule la somme des rangs des individus qui appartiennent à la modalité positive. Or, j'écris une variable indicatrice y qui vaut 1 qu'il appartient à la modalité cible et qui vaut 0 s'il n'appartient pas à la modalité cible. Donc, je prends le rang, je multiplie par cette variable y01, du coup, il garde que les 1, en fait, des individus qui appartiennent à la modalité cible, et je fais la somme des valeurs, on a bien ce S-là, S+. Paf! Voilà. Ensuite, je calcule ici la statistique de Mann et Whitney. Voilà, très bien. Qui est utilisée dans un autre cadre, encore une fois. Et à partir de cette statistique-là, j'en déduis l'air sous la courbe. Paf. Voilà. On a une proba, parce que c'est une estimation de probabilité, encore une fois, de 0,74. Les valeurs limites sont 1, j'ai un modèle parfait, et 0,5, j'ai un modèle qui fait mieux que le hasard. 0,74, ça paraît plutôt pas mal. Voilà. Mais encore une fois, calculé sur l'échantillon d'apprentissage. Donc là, pour le coup, l'indicateur, il est sujet à caution. C'est pour ça qu'on va faire une deuxième partie. On va utiliser des techniques de rééchantillonnage. Alors, vérifions si nos calculs sont corrects. De nouveau, je vais faire appel à ROC-R et je fais appel à la méthode performance où je passe l'outil PRED, l'objet PRED qui a été fourni par la fonction prédiction de ROC-R. Et cette fois-ci, je lui demande de calculer l'air sous la courbe. Voilà. Bon, les affichages ne sont pas très explicites. Et en fait, il faut accéder à un champ y.values pour obtenir ce résultat-là. C'est ce que je fais ici. Alors, ce n'est pas $, c'est arrobas. Pourquoi? Parce que c'est un objet de type S4. Ah, les gars, rien que pour embêter le monde. Voilà. Donc, sur les objets de type S3, quand je veux accéder au champ, je mets $. Et quand je manipule les objets de type S4, on utilise arrobas. Pourquoi pas? Il faut le savoir tout simplement. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a bien obtenu les bons résultats. Voilà. Très bien. Donc, jusque-là, tout va bien, sauf qu'on a une évaluation qui n'est pas très fiable. Pourquoi? Parce que pour le coup, j'ai utilisé les mêmes données pour l'apprentissage et pour l'évaluation. Et si on fait du surapprentissage, la courbe ROC ne me permet pas de l'identifier. Dans la vidéo précédente, si on fait du surapprentissage, avec le diagramme de fiabilité, je le vois, ça, s'il y a du surapprentissage ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on a bien utilisé les données d'apprentissage dans la précédente vidéo. Et ce qui nous intéressait, c'est la calibration des scores. Là, on est dans un autre schéma où ce qui nous intéresse, c'est la performance prédictive sous l'angle des scores. Et dès qu'on s'occupe de performance prédictive, là, pour le coup, l'évaluation en resubstitution, c'est jamais une bonne idée. Alors, première approche possible, je vais scinder mes données en deux parties. Une partie pour l'apprentissage et une partie pour le test. Mais rappelez-vous, j'ai 189 observations. 190 lignes, et la première ligne, c'est le nom des variables. Donc, si je prends une partie pour l'apprentissage, combien je prends? 100, ça veut dire que j'en ai moins que 189. Déjà, je me tire une première fois une balle dans le pied. Ensuite, j'exploite pas toute l'information disponible pour créer le modèle, mais je le fais quand même, d'accord. Ensuite, je vais évaluer ça sur l'échantillon test, qui fait combien? Qui fait 89 observations. De quelle manière une estimation calculée sur 89 observations est généralisable dans la population? Là également, je me tire une balle une deuxième fois dans le pied, j'ai plus d'orteils là. On est bien d'accord, ils ont tous arraché là. Voilà, parce que j'ai un résultat qui est très variable parce que les effectifs sont faibles. Voilà. Comme j'aime bien mes orteils, je vais essayer de trouver notre solution et justement, les solutions qu'on va voir, c'est des techniques de rééchantillonnage. Alors, c'est quoi l'idée de technique de rééchantillonnage? Vous l'avez dans ce slide-ci. Donc, je vais réduire ça un tout petit peu. Voilà. Et l'idée, c'est que je crée le modèle sur la totalité des données. Voilà. Attendez, j'explique ça, mais il faut que je le montre quand même. Celui qu'on va utiliser. Tac, tac, tac. Il est où là? Voilà. On va voir le livre Nantes. Voilà. Je crée le modèle sur la totalité des données et je veux évaluer les performances de ce modèle qui a été créé sur la totalité des données. Pour faire ça, je vais utiliser une technique de rééchantillonnage. C'est ça le schéma, c'est ça le schéma qu'il faut bien voir. Je crée le modèle sur la totalité des données et pour estimer
les performances de ce modèle construit sur la totalité des données, je vais utiliser une technique de rééchantillonnage, où je vais construire plusieurs séries de versions des modèles. Mais ces séries de versions-là, je m'en fous après coup. Ils me servent uniquement pour l'évaluation des performances. On est d'accord, hein? Donc, n'allez pas imaginer que vous allez construire un modèle moyen sur la base des différents modèles que vous avez construits. Ça ne marche pas comme ça, hein. Ce qu'on estime, c'est la performance du modèle construit sur la totalité de données. Et pour cela, on utilise une procédure de rééchantillonnage où on va construire plusieurs versions du modèle. C'est ça l'idée. Alors, les techniques qu'on va voir ici, c'est les techniques de Livanov. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui font le modèle linéaire avec l'économétrie connaissent très bien ça, hein, c'est le critère Press, hein. Vous connaissez ça, le critère Press. L'idée est simple, c'est que je modélise sur les n-1 observations et j'applique le modèle sur le nème observation en tant qu'individu supplémentaire. Ensuite, je fais tourner, je construis le modèle sur n-1 observations et je l'applique comme individu supplémentaire. Voilà, enfin, je l'applique sur le n-1e observation que je prends comme individu supplémentaire. Donc, j'ai un score cette fois-ci qui n'est pas perturbé par le point parce que le point n'a pas participé à la construction du modèle prédictif. C'est très important, par exemple, si on a des problèmes avec des points atypiques. Si on a un point atypique, il tire à lui méchamment les résultats. Ensuite, on applique des scores sur lui, on a un score menteur. Voilà. Quand on le met à part, on construit le modèle et on calcule le score sur lui en tant qu'individu supplémentaire. Et là, on a une évaluation du score qui montre plus ce que ferait le modèle quand on applique dans la population, en généralisation dans la population. C'est ça l'idée. Alors, comment je vais mettre ça en œuvre alors? C'est ça l'idée, hein? Déjà, donc, j'ai besoin de calculer les différents scores. Très bien, hein? Voilà, c'est ce qui est expliqué ici. Voilà, ces différents scores-là, voilà, je vais les mettre dans un vecteur. Bon, où est-ce que j'ai mis ça? Question 12. Donc, je vais créer ce vecteur-là et paf, je mets des valeurs 0 au départ parce que je n'ai rien calculé. C'est ce que je fais ici. Très bien. Une fois que j'ai ce vecteur des scores là, je vais le remplir au fur et à mesure. Comment je vais le remplir? Je vais passer en revue chaque individu de la base, les 189. Qu'est-ce qui se passe? Je crée le modèle sur tous les individus, sauf l'individu numéro I. Le moins est très important là, hein. Le moins est très important. C'est-à-dire que je crée les modèles sur tous les individus de la base, sauf l'individu numéro I. Donc, je le crée sur 188 individus. Et ensuite, je prends ce modèle-là, je prends le modèle pour le prédire sur l'individu numéro I en observation supplémentaire. Donc, vous voyez bien là, ici, hein, il y a moins I pour dire je ne le prends pas l'individu numéro I, et ensuite, j'applique le prédict sur l'individu I. Et toujours, ce que je calcule, c'est le score d'affectation, hein, c'est la réponse. Très bien. Une fois que je récupère le score d'affectation fourni en individu supplémentaire, je l'insère dans mon vecteur à la case numéro I. Et donc, le vecteur qui était vide au départ, qui contient uniquement des valeurs 0, maintenant, il contient les scores d'affectation en individu supplémentaire. Paf. J'affiche maintenant, alors on peut le faire ici, hein, voilà les scores LVO. Voilà. Et nous avons ici hein, les scores fournis maintenant en livre note, pris en individu supplémentaire. Alors, ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de comparer les scores calculés en resubstitution et les scores calculés en livre note. Hein. Alors, je vais le faire ici, hein, très rapide. Je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais le faire. C'est là que je vais me gaufrer, mais ce n'est pas grave. Je prends le risque. Score ici, c'est les scores calculés en resubstitution. Et score LVO, c'est les scores calculés en livre note. On va vérifier ça. Et voilà. On voit hein, que bon, les estimations sont plutôt ça va, hein, mais on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Hein, et c'est tout à fait normal. Là, on les prend comme individus qui ont participé au modèle, et là, on les prend comme individus supplémentaires ici. Hein, donc, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes valeurs. Et ces valeurs-là sont plus, enfin, ces valeurs sur cette deuxième colonne-ci sont plus représentatives du modèle quand il est appliqué en généralisation dans la population.
Très bien. Voilà, voilà, voilà. Une fois que j'ai ça, alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux de nouveau faire la courbe ROG, calculer avec prédiction en utilisant maintenant des scores LVO en niveau note. Ensuite, en utilisant Rocker, on ne va plus faire les calculs à la main, on sait les faire à la main maintenant. Donc, on ne va pas s'embêter à les refaire à la main. Hein. Je sais faire. Maintenant, je peux utiliser les librairies. Donc, je fais appel à prédiction de Rocker sur les scores LVO cette fois-ci. Ensuite, sur l'objet que j'obtiens, je fais appel à performance de près d'LVO et je veux avoir les taux de vrais positifs et les taux de faux positifs. Ça me permet de construire la courbe ROC que je vais mettre en vert et je vais rajouter la courbe ROC en resubstitution que je mets en bleu. Et on va voir si elles sont confondues ou pas. Hein, voilà. Je rajoute une légende pour qu'on distingue bien qui est calculé en resubstitution sur les données directement d'apprentissage elles-mêmes et ceux qui sont calculés en livre note. Paf. Et ben voilà, et ben voilà. Donc, la vraie performance du modèle, en réalité, vraie, entre guillemets, parce que ça reste une estimation, hein, voilà. Mais une estimation plus honnête du modèle, c'est la courbe verte. Voilà. Et la courbe bleue qui a été calculée en rééchantillonnage, en réalité, elle était trop jolie. Hein, voilà, c'est comme la chanson de, je sais plus qui là, je sais plus je sais plus qui là. Bon, très bien. Voilà, on le voit bien. Hein. D'où l'intérêt tout le temps d'utiliser soit le schéma Holdot, soit les techniques de rééchantillonnage quand on évalue les performances prédictives des modèles. Quand on évalue les performances prédictives des modèles, soit basé sur le classement directement, la modalité affectée, soit basé sur les scores d'affectation. Très bien. Et de la même manière, si je calcule l'AUC, on va avoir une valeur qui est un peu plus honnête cette fois-ci, de 0,68. Et non pas de, comme on a vu tout à l'heure, 0,74. La vraie valeur de l'AUC, en réalité, c'est 0,68. Très bien. Je suis très content de ce TD. C'est un TD où je m'éclate réellement. Pourquoi? Parce que je passe plusieurs messages. Déjà, je montre que il n'y a pas que la matrice de confusion dans la vie. On peut utiliser aussi l'AUC, la courbe ROC et l'AUC pour l'évaluation du modèle. Sauf que ce qu'on évalue, c'est un peu différent de ce qu'on évalue avec une matrice de confusion standard parce qu'on n'évalue pas le classement, mais les scores d'affectation. On base l'évaluation sur les scores d'affectation. Ça, c'est un point important. Ensuite, pour montrer comment sont réalisés les calculs, on a utilisé un schéma de resubstitution. On utilise les mêmes données pour l'apprentissage et pour l'évaluation. On a une courbe. Et comme on sait que l'idée n'est pas très bonne dans ce cadre-ci, hein, pas dans le cadre précédent de la vidéo précédente, voilà, dans ce cadre-ci, l'idée n'est pas très bonne, on a refait la même manip en utilisant un livre note et on voit effectivement qu'il y a un gap. Là, pour le coup, il y a un vrai gap entre les évaluations, entre les deux évaluations des performances et que celle qui est plus véridique, c'est celle qui est calculée avec des techniques de rééchantillonnage, la courbe verte ici. Voilà, voilà. Excellent travail à tous.